La nuit tombait sur l'avenue Montaigne, drapant les façades haussmanniennes d'un voile froid et indifférent. Était un soir d'hiver à Paris où le luxe semblait être le seul rempart contre le gel mordant. Devant le restaurant L Étoile d'Or, la lumière chaude qui échappait des immenses baies vitrées dessinait sur le trottoir une frontière nette entre deux mondes. À l'intérieur, était un ballet silencieux de verres en cristal, de couverts en argent et de conversations feutrées, le refuge de l'élite parisienne. Dehors, était le royaume du bitume glacé, du bruit lointain de la circulation et d'une solitude palpable. La chaleur et les rires qui traversaient la vitre semblaient narguer le reste de la ville, créant une scène d'opulence presque surréaliste, une bulle dorée imperméable à la réalité qui se jouait à quelques centimètres de là, dans l'ombre grandissante des bâtiments prestigieux. Assis à l'une des rares tables installées sur la terrasse chauffée, Étienne Dubois incarnait parfaitement l'esprit des lieux. À 48 ans, ce PDG d'un géant de la technologie était l'image même du succès. Costume sur mesure, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, une montre en platine au poignet qui valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Pourtant, son regard était vide. Perdu sur l'écran de son téléphone qu'il faisait défiler d'un pouce mécanique. Il était physiquement présent, mais son esprit était ailleurs, anesthésié par des années de deuil non résolu. Depuis la perte de sa fille unique, Chloé, dans un accident qu'il se reprochait en silence, il avait transformé sa vie en une forteresse de travail et de luxe. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il ne ressentait plus rien. Un homme puissant et respecté qui était devenu un étranger pour lui-même. C'est alors qu'une petite silhouette se détacha de l'obscurité. Chloé, 6 ans, observait l'homme depuis un moment, caché derrière un pilier. Ses vêtements étaient sales et usés, son visage était maculé de suie, mais ses yeux immenses et bruns brillaient d'une lueur où se mêlaient la peur et une incroyable résilience. Elle serrait contre elle un petit ours en peluche élimée, son unique trésor. Son seul confident dans les rues hostiles de Paris, d'un pas hésitant, elle s'approcha de la table, si discrètement que Étienne ne la remarqua même pas. Elle s'arrêta à sa hauteur, rassembla tout son courage, et d'une voix qui n'était qu'un murmure, à peine audible, elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Papa, j'ai faim, tu peux me donner quelque chose à manger ?» Le mot « papa » frappa Étienne avec la violence d'un coup de poing en pleine poitrine. Le monde s'arrêta net. Le bruit de la circulation, les conversations des passants, le cliquetis des verres, tout disparut. Ce n'était pas la voix de cet enfant qu'il entendait, mais un écho lointain et douloureux. La voix de sa propre fille, résonnant depuis les profondeurs de sa mémoire. Sa carapace d'indifférence, forgée au fil des années, se brisa en un instant. Il leva lentement la tête, et pour la première fois depuis une éternité, il vit vraiment quelqu'un. Il ne vit ni les haillons, ni la saleté, mais seulement la pure vulnérabilité dans les yeux de cet enfant. Une douleur brute et insoutenable submergea son visage, remplaçant le masque de froideur par un choc profond. C'est incroyable comme un seul mot peut faire basculer une vie entière. Si cette histoire vous touche, songez à vous abonner pour découvrir comment de telles rencontres peuvent tout changer, car c'est en partageant ces moments que nous leur donnons un sens. Sans un mot, ignorant le regard scandalisé du maître d'hôtel qui s'avançait pour intercepter l'enfant, Étienne la guida à l'intérieur. Le silence tomba sur les tables voisines. Les conversations éteignirent, remplacées par des murmures désapprobateurs et des regards obliques. Était une rupture flagrante de l'ordre tacite de ce monde feutré, une intrusion du réel dans une bulle d'opulence soigneusement préservée. Mais Étienne ne voyait rien de tout cela. Son univers était rétréci aux dimensions de la petite main qu'il tenait dans la sienne, une main fragile et froide qui semblait pourtant ancrer son âme à la dérive. Pour la première fois depuis des années, il agissait sans calcul, mu par une impulsion pure et irrépressible, un élan du cœur qui balayait toutes les conventions sociales sur son passage. Il n'était plus le PDG. Il était juste un homme répondant à l'appel d'une enfant. Une fois à l'intérieur, le contraste devint presque violent.
La lumière des lustres en cristal se reflétait sur le visage maculé de Chloé, accentuant la saleté sur ses joues et l'usure de ses vêtements. Elle se serrait contre son ours en peluche, comme s'il était son seul bouclier face à ce décor écrasant de luxe et de jugement. Étienne tira doucement la chaise en velours pour elle, un geste qu'il avait fait 1 millier de fois pour sa propre fille. Il s'assit en face, son regard ne la quittant pas, créant une sorte de sanctuaire invisible autour de leur table. Le reste de la salle n'existait plus. Il fit signe au serveur, sa voix étonnamment stable, et commanda pour elle le plat le plus réconfortant du menu, un gratin dauphinois crémeux et un chocolat chaud, des saveurs d'enfance qui transcendaient les classes sociales et les tragédies personnelles. Le repas commença dans un silence poignant. Chloé mangeait avec une urgence qui trahissait des jours de faim, ses petites mains tenant maladroitement les lourds couverts en argent. Chaque bouchée semblait être une victoire contre le froid et la solitude. Étienne ne toucha pas à son propre plat. Il se contentait de la regarder, et cette vision simple d'une enfant qui mangeait le ramenait à d'innombrables dîners de famille, à des rires oubliés et à la chaleur d'une présence qui lui avait été arrachée. Une vague de douleur familière le submergea, mais elle était différente cette fois. Elle n'était pas stérile et vide, mais mêlée à une forme de tendresse protectrice. Il sentait quelque chose dégelé en lui, une fissure dans la glace qui recouvrait son cœur depuis si longtemps, laissant passer une lueur inattendue. Il finit par rompre le silence, sa voix plus douce qu'il ne l'avait entendue lui-même depuis des années. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. La petite fille leva les yeux de son assiette, surprise. « Chloé » murmura-t-elle. Ce nom, encore une fois, le frappa de plein fouet, mais la douleur s'accompagnait désormais d'un sentiment étrange, presque fataliste. Il lui posa des questions sur son ours, qu'elle lui présenta comme « capitaine », son seul ami. Elle ne parlait pas de ses parents, ni de comment elle était retrouvée seule. Elle parlait de petites choses, des pigeons qu'elle nourrissait au parc, d'un abri où il ne pleuvait pas. Chaque mot était un fil ténu qui se tissait entre eux, une connexion fragile mais réelle, née dans le lieu le plus improbable du monde, entre deux âmes que tout aurait dû séparer. La nouvelle d'un milliardaire dînant avec une enfant des rues se répandit comme une traînée de poudre. Avant même la fin du repas, les premiers articles paraissaient en ligne, alimentés par les photos volées des autres clients. Les appels commencèrent à pleuvoir sur son téléphone. Ses associés, inquiets, parlait de l'image de l'entreprise, de la perception des investisseurs, de son comportement impulsif. Le monde extérieur, avec sa logique froide et ses jugements hâtifs, tentait de le ramener à la raison, de le réinsérer dans la cage dorée qui était construite. Mais pour la première fois, les règles de ce monde lui semblaient absurdes et vides de sens. Il éteignit son téléphone, choisissant délibérément la compagnie silencieuse de cet enfant face aux exigences de son empire. C'est incroyable de voir comment un seul geste peut défier tout un système. Si vous croyez aussi au pouvoir de ces instants de vérité, pensez à vous abonner pour que nous puissions continuer à raconter ces histoires qui nous rappellent l'essentiel. Cette nuit-là, il la ramena dans son immense hôtel particulier, un lieu si silencieux qu'on pouvait y entendre le temps passer. Pour Chloé, cet endroit était plus intimidant qu'un palais de contes de fées. Était un désert de marbre et de boiseries sombres, où chaque pas résonnait comme un sacrilège. La chambre qu'il lui avait préparée était plus grande que tous les abris qu'elle avait connus réunis, avec un lit si haut qu'elle avait du mal à y grimper. Au lieu de se sentir en sécurité, elle se sentit écrasée par le vide, par l'absence de bruit familier de la ville qui, jusqu'alors, avait été sa berceuse. Elle s'assit sur le tapis épais, serrant capitaine contre sa poitrine, submergée par une solitude plus profonde encore que celle qu'elle ressentait dans la rue. Ce luxe n'était pas un refuge, était un exil. Étienne, observant sa détresse depuis le seuil de la porte, fut assailli par le doute. Une question terrible tourmentait son esprit. Faisait-il cela pour elle ou pour apaiser ses propres fantômes? N'était-il pas en train d'utiliser cette enfant innocente comme un pansement pour sa propre blessure béante, essayant de recréer une image de ce qu'il avait perdu?
La culpabilité le rongeait. Il avait le pouvoir de lui offrir un monde de confort matériel, mais il était terrifié à l'idée de ne pas savoir comment lui offrir ce dont elle avait vraiment besoin. Un foyer, un sentiment de sécurité, de l'amour. La peur de l'échec était paralysante, car il savait que s'il échouait avec elle, la douleur serait double, ravivant le souvenir insupportable de sa première et impardonnable défaillance en tant que père. Le monde extérieur ne tarda pas à s'immiscer. Dès le lendemain, alerté par des signalements anonymes, l'aide sociale à l'enfance se présenta à sa porte. 2 assistantes sociales, aux visages impassibles et aux questions précises, inspectèrent la maison et l'interrogèrent longuement. Pour cet homme habitué à ce que sa parole fasse loi, se retrouver sur le banc des accusés, à devoir justifier un acte de pure compassion, était une humiliation. Elle questionnait ses motivations, sa capacité à s'occuper d'une enfant traumatisée, la stabilité de son environnement malgré sa richesse. Chaque question était une lame qui remettait en cause la légitimité de son geste. Il sentit le poids de la bureaucratie et du scepticisme social s'abattre sur lui, menaçant de lui arracher cette lueur d'espoir avant même qu'elle n'ait eu le temps de grandir. Pour Chloé, la pression était devenue insupportable. Les vêtements neufs qu'on lui faisait porter la grattaient. La nourriture riche lui donnait la nausée, et le silence de la grande maison lui faisait peur. Elle ne comprenait pas la tristesse dans les yeux d'Étienne, ni l'agitation des adultes qui venaient et repartaient. La rue, avec ses dangers et son inconfort, était un monde qu'elle maîtrisait. Elle en connaissait les codes, les refuges, les visages amis. Ici, tout était étranger et complexe. Elle se sentait comme un oiseau en cage, soigné et nourri, mais privé de la seule chose qui comptait, la liberté de voler, même avec des ailes fragiles. La gentillesse de cet homme triste était réelle, elle le sentait, mais elle ne parvenait pas à trouver sa place dans son univers. Un matin, la chambre était vide. Chloé était partie, ne laissant derrière elle que les jouets neufs et les vêtements propres. Elle n'avait emporté que son vieil ours usé. Pour Étienne, ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds une seconde fois. Le silence de la maison devint assourdissant, chaque pièce vide lui renvoyant l'image de son échec. Le traumatisme de la perte, qu'il avait tenté d'enfouir sous des années de travail acharné, refit surface avec une violence inouïe. Le sentiment d'abandon était total, une réplique parfaite de la douleur qu'il avait brisée des années auparavant. Il s'effondra sur le lit, défait de la petite fille, le visage entre les mains, convaincu que le destin s'acharnait à lui reprendre tout ce qu'il commençait à peine à aimer. Il resta là, prostré, pendant ce qui lui parut une éternité, laissant la vague de désespoir le submerger. L'ancienne voix, celle de la résignation, lui murmurait de tout abandonner, de retourner à sa vie vide mais sûre, de refermer la porte de son cœur pour ne plus jamais souffrir. Mais alors, une autre image s'imposa à son esprit, le visage de Chloé, ses yeux immenses, remplis d'une gravité bien trop lourde pour son âge, et le souvenir de sa petite main dans la sienne. Cette fois, ce n'était pas un fantôme du passé, mais un être bien réel qui avait besoin de lui. Une nouvelle force, née non pas du deuil, mais de la responsabilité, monta en lui. Il ne pouvait pas l'abandonner. C'est dans ces moments de rupture que l'on découvre qui l'on est vraiment. Si vous sentez la puissance de cette décision, rejoignez notre communauté en vous abonnant, car c'est en partageant ces combats intérieurs que l'on trouve la force de continuer. Étienne se releva, transformé. La tristesse était toujours là, mais elle était maintenant le carburant d'une détermination sans faille. Il quitta sa tour d'ivoire, ignorant les appels paniqués de son conseil d'administration, et plongea dans les entrailles de Paris, un monde qu'il ne connaissait qu'à travers la vitre teintée de sa limousine. Il parcourut les rues froides, les ruelles sombres, les abris de fortune, montrant une photo de Chloé qu'il avait prise discrètement pendant leur dîner. Il parla aux sans-abri, aux bénévoles des soupes populaires, aux éducateurs de rue, non pas avec l'arrogance d'un homme riche, mais avec l'humilité d'un père cherchant son enfant. Chaque refus, chaque regard indifférent ne faisait que renforcer sa résolution.
Il ne cherchait plus à sauver son propre passé. Il se battait pour l'avenir d'une petite fille. Après 3 jours de recherches acharnées, de nuits sans sommeil et de conversations angoissées avec des visages anonymes dans les recoins oubliés de la ville, il la trouva enfin. Elle était dans une ruelle étroite et sombre, à l'abri du vent glacial, près du canal Saint-Martin. L'odeur âcre des poubelles se mêlait à l'humidité ambiante, un décor de misère si loin de son univers habituel. Chloé était assise sur un carton, recroquevillée sur elle-même pour conserver un peu de chaleur, son petit ours en peluche, Capitaine, pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Pour la première fois depuis qu'il était devenu un homme puissant, Étienne se sentit complètement démuni. Toute sa fortune, toute son influence ne valait rien face à cette simple image de solitude et de désespoir. Il n'était plus un PDG, il était juste un homme au bord du précipice. Il s'avança lentement, le bruit de ses chaussures de luxe sur le pavé humide sonnant étrangement déplacé dans ce silence pesant. Il ne voulait pas l'effrayer. Chaque pas était une prière silencieuse, une supplique pour ne pas la voir s'enfuir à nouveau. Arrivé à sa hauteur, il ne resta pas debout, dominant. Il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il s'abandonna. Il s'agenouilla sur le sol sale et humide, sans se soucier un seul instant de son costume à plusieurs milliers d'euros. Il se mit à son niveau, les genoux dans la crasse, le regard implorant. Il voulait qu'elle voie son visage, non pas le masque de contrôle qu'il présentait au monde, mais celui d'un homme brisé, terrifié à l'idée de la perdre. Il tendit une main tremblante, non pas pour la saisir, mais comme une offrande, une invitation. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, et quand il parla, sa voix était rauque, brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à contenir. Les larmes qu'il avait réprimées pendant des années perlaient au coin de ses yeux, traçant des sillons sur ses joues fatiguées. « Chloé !» commença-t-il, son souffle formant un nuage de buée dans l'air froid. « Je sais que je ne suis pas ton vrai père, mais je veux le être. » Il fit une pause, avalant difficilement sa salive. « J'ai déjà perdu une fille une fois, et je ne peux pas te perdre aussi. S'il te plaît, laisse-moi être ta famille. » Chaque mot était arraché de ses entrailles. Une confession à cœur ouvert, un aveu de sa propre fragilité. Il n'offrait ni argent, ni confort, mais seulement son cœur brisé, espérant qu'elle l'accepterait. Chloé le regarda, ses grands yeux scrutant son visage avec une intensité déconcertante. Elle ne vit pas le milliardaire dont parlèrent les journaux, ni l'homme puissant qui intimidait ses employés. Elle vit un homme à nu, dont la douleur faisait écho à la sienne. Elle vit la peur de l'abandon dans ses yeux, une peur qu'elle connaissait si bien. Lentement, presque imperceptiblement, ses petits doigts desserrèrent leur étreinte sur son ours en peluche. Une larme roula sur sa propre joue, maculée de suie. Elle ne dit rien, les mots étaient inutiles. Sans un bruit, elle se leva de son carton et se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Son petit corps tremblait, non plus de froid, mais d'un soulagement infini, celui de ne plus être seul au monde. Étienne la serra contre lui, un sanglot d'une puissance dévastatrice secouant tout son être. Il ferma les yeux, sentant le poids fragile de cet enfant dans ses bras. Un poids qui, paradoxalement, semblait le soulager d'un fardeau bien plus lourd. Dans cette ruelle sombre, loin des lustres et du marbre, une famille venait de naître. Ce haine n'était pas une fin de conte de fées, mais le début d'une histoire bien plus réelle, cimentée non par le sang, mais par le choix mutuel de 2 âmes perdues qui venaient de se trouver. En la relevant du sol, il ne soulevait pas seulement une enfant, il se relevait lui-même des ruines de son passé. Il avait enfin trouvé une raison de vivre qui ne soit pas une fuite, mais une promesse. Les mois qui suivirent ne furent pas un conte de fées, mais une lente et patiente construction. Le chemin administratif pour l'adoption de Chloé fut long et semé d'embûches, un parcours où la fortune d'Étienne n'avait que peu de poids face aux exigences de la loi et aux doutes des services sociaux. Mais pour la première fois de sa vie, il ne se battait pas pour un contrat ou une part de marché. Il se battait pour une famille. Il assista à chaque réunion, répondit à chaque question avec une humilité désarmante et ouvrit les portes de sa vie,
non pas pour impressionner, mais pour prouver qu'il était capable d'offrir plus qu'un toit, un foyer. Chaque document signé, chaque étape franchie était une victoire silencieuse. Le ciment d'une promesse faite à genoux dans une ruelle sombre, une promesse qui devenait peu à peu une réalité tangible et officielle. L'hôtel particulier de l'avenue Foch, autrefois un mausolée silencieux dédié au souvenir d'une perte, se métamorphosa. Les couloirs austères où ne résonnaient que les pas solitaires d'Étienne s'emplirent des éclats de rire de Chloé. Des dessins d'enfants aux couleurs vives furent fièrement aimantés sur le réfrigérateur en acier brossé, et des jouets trouvèrent leur place sur les tapis persans. Étienne réapprit les gestes simples d'un père, lire une histoire avant de dormir, soigner un genou écorché, préparer un chocolat chaud. Il réduisit drastiquement son temps de travail, déléguant des responsabilités qu'il croyait autrefois vitales, pour découvrir que la seule chose qu'il était vraiment était de être là pour la voir grandir. La maison se réchauffa, et avec elle, le cœur de l'homme qui l'habitait, enfin libéré de la prison dorée qu'il s'était lui-même construite. Inspiré par ce nouveau départ, Étienne comprit que sa fortune pouvait avoir un sens bien plus profond que celui d'accumuler des biens. Il créa la Fondation Nouveau Départ, une organisation ambitieuse dédiée à offrir un abri, une éducation et un soutien psychologique aux enfants des rues de Paris. Il ne se contenta pas de signer un chèque. Il s'impliqua personnellement, utilisant son réseau et son influence non plus pour des gains financiers, mais pour construire des ponts entre le monde de l'opulence et celui de l'oubli. Il voulait s'assurer que chaque enfant comme Chloé ait la chance de rencontrer quelqu'un qui le verrait vraiment, non comme un problème à résoudre, mais comme une promesse à chérir. Son projet devint un modèle, prouvant que la compassion, lorsqu'elle est structurée et sincère, peut transformer la société de manière durable. Des années plus tard, Étienne N était plus l'homme que le monde avait connu. La dureté de son visage avait été remplacée par une sérénité nouvelle, et ses yeux ne reflétaient de plus le vide, mais la lumière d'un bonheur simple et profond. Il avait compris que sa véritable richesse N n'était pas sur ses comptes en banque, mais dans la petite main de Chloé qui tenait la sienne lors de leur promenade au parc. Il n'avait pas sauvé une enfant pour effacer son passé, mais en lui offrant un avenir, il avait sauvé le sien. Il avait appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix, et que l'amour est la seule chose qui grandit lorsqu'on la partage. C'est pour que de telles histoires continuent d'exister et d'inspirer que nous avons besoin de votre soutien. En vous abonnant, vous nous aidez à partager l'espoir qu'un nouveau départ est toujours possible.